Grand Carrefour, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission. Mesdames et messieurs, la question des droits humains a-t-elle de beaux jours devant elle au Togo? Nous en parlerons bien évidemment dans cette édition, faisant allusion essentiellement à la question, à la problématique de la torture. Le Togo est passé le 25 et 26 juin dernier devant le comité contre la torture à Genève pour son troisième rapport. Des amendements, des analyses ont été faites. Nous en parlerons de long en large tout au long de cette émission, bien évidemment. Restez avec nous et vos éventuelles questions, bien évidemment, nous sont les bienvenus à ce plateau. Nous avons M. Spero Maouli. M. Spero, bonsoir et merci d'être encore à ce plateau avec nous. Bonsoir les données, bonsoir à tous les auditeurs de la radio-télévision Delta Santé. C'est cela, je rappelle, vous êtes le président du collectif des associations contre la torture et l'impunité au Togo, CACIT, bien évidemment. Oui. Vous serez à ce plateau le temps qu'il arrive avec M. Fabrice Pétissi. Il est donc le directeur de publication Le Libéral qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Il était véritablement aussi de la place lorsque le Togo présentait son troisième rapport à Genève devant le comité. Monsieur Spero, aujourd'hui, est-ce que la question des droits humains au Togo connaît une avancée notoire, vous, en tant que société civile? Je pense qu'il serait loyal et honnête de dire que sur certaines thématiques, il y a eu des avancées. Mais par contre, sur d'autres et des plus urgentes, on doit remarquer quand même que l'État traîne les pas parce que ne faisant pas rapidement ce qu'il faut ou carrément ne faisant pas ce qu'il faut. Et malheureusement, il y a des acquis qui aujourd'hui, de temps en temps, sont mis à rude épreuve par le pouvoir. Et donc finalement, on peut dire que le respect des droits humains est mi-fugue, mi-raisin au Togo. Parfois c'est bon, souvent c'est pas bon. Et donc ça ne donne pas une bonne impression. Et c'est pour ça que nous nous évertuons tout le temps à dire au gouvernement qu'il serait très bien de faire mieux. Surtout, je le rappelle, que le Togo est au comité des droits de l'homme. Et donc c'est vraiment important que le Togo donne une bonne image du respect des droits de l'homme pour tout le monde entier. Vous pensez qu'il y a de surplace aujourd'hui en matière du respect des droits humains au Togo? Oui, il y a des droits que nous avions eus. Et ça, il faut féliciter le pouvoir parce qu'on les a eus. Mais malheureusement, quand il y a les manifestations publiques, à caractère souvent politique, ces mêmes droits que nous pensions avoir acquis, ces mêmes droits disparaissent. Et donc, ça pose des problèmes. Je n'en ai pour preuve que la liberté de manifestation, qui semble être octroyée avec la loi de 2011, nous étions tous fiers que maintenant les choses peuvent aller mieux, mais malheureusement nous nous rendons compte que cette liberté-là est souvent restreinte par le pouvoir, si ce n'est carrément que c'est parfois refusé. Et donc c'est un exemple qui montre qu'il y a un problème. Rappelez-vous également, en 2017, de ces 4 jours où il n'y a pas eu de connexion Internet, ce qui montre que la liberté d'expression et d'information également n'était pas là. Donc ça fait que c'est des droits qu'on semble avoir acquis. On a un code de la presse, on a la loi sur les manifestations publiques, on a beaucoup de tests législatifs, mais quand les circonstances arrivent, ces tests-là sont mis aux oubliettes. Et donc c'est ce qui nous fait dire qu'on fait un pas en avant, mais souvent on revient en arrière. Et que donc le respect des droits humains au Togo demeure toujours hésitant. Et ça, ce n'est pas bien. Mais le cadre juridique togolais est tout à fait favorable et existant. D'aucuns ont tendance à dire que le Togo est champion en matière de signature d'accords internationaux, ratification des tests. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Et non seulement en termes de quantité, on a beaucoup de tests législatifs qui existent, mais en termes de qualité, on a beaucoup de tests également. Le Togo, en dehors de, je vais citer simplement ce cas très notable, en dehors du statut de Rome que le Togo n'a pas signé, le Togo semble avoir tout signé. En tout cas, en termes de droits humains, le Togo semble avoir tout signé, mais c'est dans l'application ou dans le fait d'internationaliser
Le fait de le rendre national, c'est ça qui pose souvent problème. Figurez-vous par exemple que le Togo avait ratifié aussi bien le pacte international sur les droits civils et politiques, aussi bien les tests du CAT et tout ça là. Mais jusqu'à ce qu'on vote et qu'on incrimine formellement la torture avec le nouveau code pénal, les juges se disaient n'avoir pas les moyens de mettre en vigueur ces tests internationaux-là. Donc ça prouve que la norme est souvent au rendez-vous, mais c'est l'application qui pose problème. Or, que vaut un test si on ne doit l'appliquer? Et c'est ça l'éternel problème qui se pose au Togo. On dira par exemple que nous avons aujourd'hui un nouveau code pénal, c'est vrai, mais ce code pénal-là n'a pas son code de procédure pénale. Et donc, dans le concret, dans l'application, c'est comme si on est toujours en train d'utiliser l'ancien code. Même si c'est vrai qu'on fait des ajustements pour pouvoir les appliquer. Mais il serait mieux, par exemple, de trouver dans tous les cas les modalités pratiques d'application de ces tests-là pour que ces tests finalement soient de bons tests, mais des tests appliqués surtout. Je vais terminer peut-être sur ce chantier-là en parlant de la loi sur les manifestations. Vous voyez, c'est une loi qui dit vous pouvez manifester, il faut faire une information. Maintenant, cette information est souvent transformée en une demande d'autorisation parce que l'autorité très régulièrement dit non à ces manifestations-là. Et finalement, on se demande si ce test-là a toujours son essence. Même si c'est vrai que nous, depuis un certain moment, nous avons dénoncé les insuffisances et les manquements de ces tests-là. N'empêche que dans la pratique, il n'est pas aisé de constater que tous les tests sont applicables au Togo. Monsieur Spero, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est déjà passé, ou alors est passé devant le comité contre la torture les semaines passées, ou alors le mois dernier, juin, le 25, 26, 28, 29, bien sûr, juillet et dernier pour son troisième rapport du respect de ce test qu'il a volontairement ratifié. Mais écoutons, nous allons écouter un expert de l'OMCT sur le cas de la torture typiquement, que ce soit en Afrique, dans le monde et au Togo, avant de revenir sur le point clé de ce sujet concernant le Togo, avec la complicité de la régie, bien sûr. D'abord, on doit comprendre que la torture fait du mal à nos sociétés, à des individus qui vont souffrir toute leur vie, et leur famille, la société. Mais aussi, ça ne va pas nous donner la sécurité, ça va empêcher le développement de nos pays, ça va créer des conflits, ça va faire mal aussi à l'idée même d'un état de droit. Et je crois là, c'est un sujet public qui doit être beaucoup plus médiatisé aussi. Je crois que c'est aussi une responsabilité des médias dans les pays concernés de parler sur la torture, qui est toujours cachée, qui est moins connue, et pour avoir un vrai débat sur qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre la torture. Votre État, le Togo, a comme d'autres ratifié la Convention contre la torture en disant on est obligé, on est engagé d'éradiquer la torture. Donc, ce qui se passe ici à Genève, c'est signifiant parce que ça sera le débat avec des experts de l'ONU pour quelle est la meilleure façon d'éradiquer la torture au Togo. Et finalement, je crois que ce sont des sujets qui ne concernent pas des bureaucrates à Genève, qui concernent le public en Togo. Alors, M. Spero, c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de torture, ou alors la torture en général, on a une idée très vaste de la chose. Qu'est-ce qu'on peut comprendre exactement? Qui torture qui finalement? Il faut reconnaître que la question elle est vraiment importante. La torture appelle normalement à la réunion de 3 éléments clés. Alors, le premier élément, c'est, j'allais dire, le crime. Alors, ce crime-là, ça peut être des sévices corporels ou psychologiques infligés à une personne ou à ses proches. Ça peut être des traitements dégradants, inhumains ou cruels qu'on inflige à quelqu'un ou à ses proches. Et donc, ces deux groupes-là constituent ce que nous appelons l'élément. Le premier élément de la torture. Le second élément, ça doit être l'auteur de cette torture-là. Alors, a priori, l'auteur d'une torture doit être l'État, ou un représentant de l'État, ou alors un groupe constitué ou organisé, mais contre lequel l'État ne fait rien pour arrêter l'acte malveillant.
Donc, c'est comme si l'État donnait caution à ce que ça se réalise. Si ce second élément-là aussi existe, on a donc les deux premiers éléments de la torture. Et le troisième élément, c'est le résultat attendu de ces services-là. Parce que normalement, la torture a pour vocation ou bien de soutirer des informations à quelqu'un ou alors de punir cette personne-là. Il faut reconnaître que la torture, et ça il faut toujours préciser que c'est un crime. Alors le crime de torture est un élément, est un ensemble de facteurs donc conjugués, donc des trois éléments conjugués, qui donnent pour résultat l'avilissement complet de la personne, la destruction de l'être humain. Et c'est pour ça que ça comporte pour nous un très grand danger. Quand quelqu'un est victime de la torture, quels que soient les soins qu'on lui apporte après, les séquelles demeurent. Et c'est pour ça que vous verrez que aussi bien le CACID que toutes les autres organisations qui luttent sur la thématique de la torture demandent toujours à ce qu'on prévienne plutôt la torture et plutôt qu'on ne cherche à corriger la torture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir des partenaires avec nous qui nous assistent pour qu'ensemble on soutienne le gouvernement dans l'idée qu'on éradique complètement la torture du Togo. Parce qu'au fond, si on veut prévenir, c'est très simple. Il suffit que les autorités gouvernementales, donc avec naturellement de façon symbolique le chef de l'État à sa tête, décident que désormais, plus aucun agent ne puisse faire ça. Donc on verrait en même temps tomber une grande partie de cas de torture. Il ne resterait que quelques déviances qu'on pourrait corriger au fur et à mesure. Et je crois que le Togo pourrait se vanter d'être le premier pays en Afrique à avoir éliminé complètement la torture. Est-ce pas un rêve? Oui, ben c'est un rêve, mais ce n'est pas très compliqué. Parce qu'en réalité, lorsque vous voulez construire un État démocratique, il faudrait toujours placer au centre l'être humain. Et quand nous voulons construire l'État démocratique du Togo, il va sans dire que la première chose à faire, c'est de pouvoir éviter que les citoyens togolais soient torturés. Et si on le fait, je crois qu'on peut se vanter d'avoir fait quelque chose d'intéressant. Bon, maintenant, comme dans les pays démocratiques de longue pratique, il arrive de temps en temps qu'on va de temps en temps brimer les droits humains liés à certains facteurs, notamment le terrorisme et autres. Mais ça, ce ne serait que des événements circonstanciels. Et donc, que ce soit la torture, que ce soit les autres formes de violation des droits humains, deviendraient des exceptions au Togo et non la règle. Parce que si systématiquement, qu'on prend quelqu'un, la personne doit être soumise à la torture, je pense que ça crée un problème qui est très important pour les citoyens togolais. Cette question peut-être banale et directe, vous en tant que société civile, est-ce qu'on torture au Togo? Ben oui, on torture au Togo. Si vous prenez les trois premiers éléments, les trois facettes du premier élément que j'ai donné, à savoir les services corporels, on en fait. C'est vrai que dans les lieux de détention officiels qu'on connaît, ça a diminué substantiellement. Je crois que grâce à une collaboration avec l'État, nous au niveau du CACID par exemple, nous avons une autorisation de visiter les prisons. Et donc, ça nous permet d'aller voir si, par exemple, directement on ne torture pas les gens pour prendre des informations. Ça semble avoir disparu, mais ça c'est sur les lieux officiels. C'est vrai que nous avons eu des allégations que nous n'avons pas pu vérifier pour savoir si ça se fait dans des lieux cachés. Donc, même sur ce plan-là, il y a un problème. Maintenant, lorsque, avec les manifestations publiques, on prend des manifestants, du lieu où on les a pris au lieu où on les amène, on reçoit des plaintes comme quoi les gens ont été piétinés avec les chaussures de service des forces de l'ordre, les gens ont été battus, les gens ont été tapés pour avoir des informations. C'est des traitements que nous assimilons très facilement à de la torture. Deuxième possibilité, les traitements dégradants, les traitements inhumains. Allez à la prison civile de Lomé. Vous vous rendrez compte que les conditions de détention même, les conditions de vie, les conditions de santé, tout est vraiment dans un état pitoyable. Et donc, rien qu'en prenant la prison, la vie carcérale au Togo, avec une surpopulation extraordinaire, c'est très facile de constater qu'il y a la torture au Togo.
Donc voilà au moins deux éléments qui prouvent que la torture existe encore au Togo et qui amène normalement le pouvoir, parce que ayant ratifié toutes les conventions utiles, qui amène le pouvoir à faire un geste sérieux et concret pour que la torture cesse au Togo. Et donc, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, l'État met en place des mécanismes pour pouvoir aller contre cette pratique de la torture, d'autant plus que vous désignez l'État comme étant l'auteur de la torture? L'État est le premier, pas l'État togolais seulement, tous les États sont les premiers auteurs de la torture. Que ce soit par un agent ou par un représentant, c'est d'abord et avant tout l'État. Que ce soit par un groupe organisé, privé, mais et contre lequel l'État n'arrive pas à lutter efficacement ou concrètement, l'État est toujours responsable. La responsabilité de l'État en matière de torture est extrêmement vaste. Je profite pour dire qu'il ne faut pas confondre la torture avec toutes les autres atteintes corporelles entre deux particuliers. Ça, ce serait sous le coup du droit pénal, c'est vrai, mais devant les juges judiciaires comme étant des voies de fait appelant à des corrections prévues, à des sanctions prévues également dans le code pénal. Donc, en réalité, il y a ça à dire. Bon, maintenant, l'État togolais, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le code pénal qui a intégré la définition standard, la définition internationale de la torture, l'État togolais a fait un grand pas important. Aujourd'hui, c'est clair que la torture est incriminée, c'est clair que la torture est imprescriptible. On a cet acquis-là, c'est vrai. On a également l'acquis que la dernière fois, on a changé, la dernière fois en 2018, on a changé quand même, on a voté la loi organique qui porte CNDH avec à l'image du mécanisme national de prévention contre la torture, c'est vrai. Et donc, on attend son opéralisation et nous sommes heureux de voir que la CNDH a accepté notre collaboration au niveau du CACIT et qu'il y a 2 jours seulement, nous avons lancé officiellement l'opérationnalisation de cet instrument-là. Et donc, à très court terme, on verra normalement, par exemple, la CNDH faire des descentes inopinées dans tout lieu de détention. Alors, si c'est vraiment bien fait, et dès qu'il y a allégation quelque part qu'on est en train de torturer, la CNDH a le droit d'aller sur place. Et la première responsable de cette structure l'a bien signifié hier, nous ferons des descentes inopinées à tout endroit où la liberté est privée. Est-ce que vous croyez à ce discours? C'est tout à fait un vœu. Et j'espère que ce vœu-là sera exaucé. Parce que si c'est un lieu connu, un lieu officiel, je peux être sûr que ça peut marcher. Mais il y a parfois des endroits officieux. Et dans ce cas-là, il faudrait d'abord que la CNDH arrive à savoir que cet endroit officieux existe et avant de chercher à aller. Et enfin, la dernière chose sur laquelle il faut quand même insister, j'ai eu la malheureuse expérience en discutant avec les agents de la médiature qui, par exemple, sont un instrument très important pour les citoyens togolais. J'ai eu la meilleure expérience de me rendre compte que même la médiature, quand elle fait des recommandations, il y a des agents de l'État qui ne veulent pas accepter. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, quand la CNDH va vouloir faire une visite, on ne va pas refuser pendant un certain temps, le temps de nettoyer, de mettre au propre l'endroit avant de les accepter dans l'endroit. Donc, c'est vrai qu'elle voudrait bien faire ça. Et je pense que les gens qui sont dans la sous-commission dédiée au mécanisme national de prévention contre la torture, c'est des gens que je connais et que j'estime beaucoup. Et donc j'espère qu'ils vont faire les choses convenablement. Mais il y a toujours la limite de la puissance publique qu'il faut pouvoir, sur laquelle il faut également voir. Et puis ensuite, il y a le fait qu'on peut cacher un certain nombre de choses, même à cette institution, qui est une institution de la République. Monsieur Spero, nous allons retourner à Genève, bien sûr, sur le passage du Togo devant le comité contre la torture. La dernière fois, à la fin des travaux, eh bien, le ministre togolais des droits humains a fait certaines déclarations que nous osons prendre avec beaucoup de sérieux
espérons voir les grandes réalisations, les grands résultats avec la complicité de la régie avant de revenir encore sur ce sujet de la torture et déboucher sur le milieu carcéral au Togo. Une session de dialogue entre le comité et le gouvernement et sur les progrès qui sont menés par rapport à nos obligations internationales liées à la Convention contre la torture, ainsi que sur les perspectives que nous offrons par rapport aux perfections à apporter à notre système interne, au fonctionnement et à un certain nombre de cas individuels qui ont été évoqués sur l'application de la Convention sur la torture. Et donc naturellement, ce que nous allons faire maintenant, c'est de travailler sur les recommandations qui nous seront faites par rapport à cela, de tenir un rythme constant de réforme et d'amélioration, et puis nous espérons que dans un délai relativement raisonnable, les fruits pourront se faire voir. Mais le plus important, c'est surtout de maintenir un rythme constant dans l'application des dispositions internationales auxquelles nous avons souscrit. Déjà, dès le premier rapport, le gouvernement a toujours pris cet engagement et continue à le mettre en œuvre. Et ce rapport n'est pas le dernier. Nous en présenterons encore avec les améliorations qui sont faites, probablement encore de nouveaux défis à relever, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et dans le temps. C'est une réforme permanente que nous devons faire de tout le système judiciaire togolais, tout le système de sécurité que nous avons. Donc, progressivement, le gouvernement arrivera à terme de ces engagements. Monsieur Espérons, vous étiez aussi des travaux, observateurs peut-être, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage important du Togo devant cet organe contre la torture? Je pense que la première chose qu'il faut retenir, c'est que le Togo accepte bien de jouer le jeu. Et parfois, j'ai crainte que ce ne soit qu'un jeu. Parce que quand vous prenez, par exemple, des questions qui ont été posées suite au rapport du ministre de la délégation togolaise, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui avaient été déjà demandées en 2012 et les réponses qui ont été données n'ont été que le fait de biaiser les questions fondamentales qui ont été posées. Et aujourd'hui, le ministre dit que les choses vont se faire, les choses continuent par se faire et se donne des délais raisonnables. Que les fruits vont se faire voir dans peu de temps. Et il ajoute dans des délais raisonnables. Alors, qu'il utilise l'expression dans peu de temps ou dans des délais raisonnables, nous, au niveau du CACIT, nous avons déjà eu une expérience malheureuse avec cette petite phrase-là du gouvernement. On se rappelait à une époque donnée qu'on nous disait que le code pénal c'est pour bientôt. Et ce bientôt-là a banalement duré en plus de 5 ans avant qu'on ne puisse l'avoir. Donc plus de 10 ans, j'allais dire. Donc quand on commence par nous dire encore délai raisonnable, au lieu de dire que ça va se faire voir instamment, donc à partir de maintenant, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter encore un peu en tant que défenseur des droits humains. Vous voyez, le problème c'est quoi? À mon sens, nous pensons que l'État doit chercher à faire les petites choses très rapides à faire, mais qui ont une incidence directe sur les personnes. Voter un code pénal, c'est vraiment important, mais c'est du travail solide qu'il faut faire. Mais entre-temps, il y a d'autres petites choses qu'on peut faire facilement. Vous voyez, par exemple, il y a un test, je ne sais plus si ça a été adopté complètement ou pas, qui a prévu même comment organiser la réinsertion des prisonniers. Mais ce test-là existe, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Vous voyez d'autres situations où on dit par exemple que on va essayer dans la mesure du possible. Alors, il y a un test qui dit, par exemple, qui réglemente le délai de garde à vue. Et ce test-là même dit, le juge peut proroger le délai de garde à vue, mais ce délai-là, cette faculté donnée au juge-là, n'est pas entourée de garde-fous. Et donc, du coup, les gens passent des périodes extraordinaires de garde-fous, de garde à vue, et ça ne gêne personne. Donc, c'est pour ça que je commence par être un peu sceptique, à ne pas être tout à fait optimiste sur les fruits vont se faire voir de façon dans des délais raisonnables. Je voudrais plutôt avoir des résultats concrets pour être fier. Par exemple, quand on a fait l'opérationnalisation de la CNDH, voilà un motif qui nous fait dire, voilà, ça c'est un geste concret. Maintenant, il y a une différence entre lancer le projet et mettre effectivement en application. Donc là également, nous attendons quelque chose de concret. On crie tout le temps que la population carcérale est surabondante et qu'il faut faire des choses. Mais
commençons par voir ce qu'on peut faire concrètement là-dessus. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi on veut prendre des grands actes pour régler ce problème de torture-là. Il y a des petites choses qu'on peut faire constamment, instamment, et qui feront qu'on va voir clairement que la situation de torture est en train d'être gérée. Et maintenant, quand au demeurant, on prend en plus, parce que nous avons été observateurs, certes, mais on a écouté plein de choses. Lorsque nous avons vu quelle coloration on donnait sur les cas de torture avérés que nous avons soumis en plainte et des cas qui sont passés, quand vous voyez la lecture que la délégation a eu à faire dessus, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter un peu. Cependant, je crois que c'est important de dire qu'au moins nous avions obtenu la possibilité de faire transmettre au chef de l'État par le biais du ministre des Droits de l'Homme, donc dans une discussion que nous avons eue avec lui et en présence du chef, du représentant permanent du Togo à Genève, nous lui avons dit qu'avec notre partenaire de l'OMCT, nous envisageons de faire du Togo un modèle de pays contre la torture. Et donc qu'il accepte notre collaboration pour que les choses se fassent correctement. Nous n'envisageons pas, cette collaboration doit être comprise par la population togolaise aussi. J'insiste là-dessus. L'objectif, ce n'est pas simplement d'être aux côtés du gouvernement, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de trouver un moyen pratique et concret de régler le problème de la torture au Togo. Nous voudrions par exemple que le chef de l'État, de façon solennelle, puisse dire concrètement et sérieusement aux forces de l'ordre que désormais, plus aucun agent des forces de l'ordre ne doit pratiquer la torture au Togo. Ça, ce serait déjà un pas important. Et donc, du coup, la conséquence est de faire cesser l'impunité qui entoure la torture. Et donc, commencer par traduire ceux qui seraient récalcitrants en justice et les lâcher, c'est-à-dire ne plus les protéger pour qu'on les sanctionne devant la juridiction civile s'il le faut. Et je crois que les gens comprendraient qu'il faut faire les choses. On nous a dit, par exemple, à Genève, que les gens ont fait l'objet de sanctions disciplinaires. On n'a aucune preuve là-dessus. Et en plus, est-ce que la sanction disciplinaire, est-ce que sa portée est là? Non, sa portée n'est pas là-bas parce que la torture, c'est un crime qui nécessite qu'on passe devant les juridictions ordinaires. Et donc, nous voudrions des actes concrets qui passeraient par la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de torture. Et je crois qu'en ce moment-là, les gens vont avoir un meilleur comportement et la torture va se résorber petit à petit au Togo. Vous êtes resté sur votre soif après les travaux de Genève? Absolument, absolument. D'abord même, je pensais que le Togo allait reconnaître simplement les insuffisances. Mais il a fallu des gymnastiques extraordinaires avant de dire nous acceptons de faire le pas. Je crois que ça aurait été pour les victimes une bonne chose d'entendre la phrase nous reconnaissons les manquements, nous reconnaissons les insuffisances, nous demandons pardon aux victimes pour ce qui s'est passé, nous allons nous atteler à ce que ça ne se produise plus et que maintenant j'ai entendu même les gens dire que ah oui, mais là-bas ce n'est pas un tribunal, on n'a pas besoin d'un tribunal, on a besoin juste que aussi bien les populations togolaises que les gouvernants comprennent que nous sommes d'abord et avant tout tous des Togolais et tous des êtres humains égaux en droit et en dignité. Et donc c'est la dignité humaine là qu'il faut préserver par nos comportements. Et c'est en cela que ça n'aurait pas été une honte, alors là pas du tout, que le Togo puisse avouer qu'il y a eu des manquements et qu'ils vont s'atteler à corriger ça. Comme cela, au prochain passage, le Togo montrerait des résultats concrets et non plus ne chercherait à faire des petites feintes sur des questions bien précises en contournant, en exposant plutôt les résultats qu'on a eus, d'autres choses qu'on ne nous demande pas, mais qu'on montre les résultats concrets. Sur telle affaire, voilà, nous avons fait ceci, voilà ce que ça donne. Et maintenant, il n'y a plus d'affaires, ok, c'est bon. Et nous, au niveau de la société civile, nous ferons nos rapports alternatifs et nous dirons oui, nous avons constaté que sur tel élément, il n'y a plus de torture au Togo. Je pense que dans ce cas-là, tout le monde serait content, la population sera à l'aise et les gouvernants seront glorifiés, c'est tout.
Alors, est-ce que la population a une part de responsabilité ou alors de rôle à jouer dans ce processus d'éradication de la torture au Togo? Comment va-t-elle collaborer? La première collaboration, c'est que nous puissions nous-mêmes connaître nos droits. Parce que parfois, quand on arrête les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de réclamer, par exemple, de passer un coup de fil à un avocat. Ils ne savent pas. Et dès que le policier s'amène et on dit, on vous arrête, la peur est telle qu'on accepte et on suit très facilement sans rien demander. Donc, commençons d'abord par connaître nos droits. Ensuite, respectons la chose publique. Parce que parfois, c'est vrai que si vous cheminez tranquillement, vous n'avez pas de conflit avec la loi. Respectons la chose publique, respectons les tests. Et ça aussi, c'est vraiment fondamental. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il y a une forme de torture qui peut provenir de la population. Et ça, c'est les vindictes populaires pour lesquels nous devons également nous battre pour les faire arrêter complètement. Mais ça, c'est vrai que ça demande à ce que l'État démontre son efficacité à protéger les biens et les personnes qui sont sur le territoire togolais. Et je crois que ces petites choses-là, d'abord, vont se faire. Ensuite, avant d'être un policier, avant d'être un gendarme, avant d'être militaire, la personne est d'abord une personne et est d'abord un citoyen togolais. À ce titre-là, l'éducation doit lui permettre à lui aussi de savoir que le frère togolais qu'il a en face est un être humain qu'il ne faut pas vandaliser juste parce qu'on a le pouvoir, on a la force et que ça permet de faire du n'importe quoi. Je crois que si chacun se respecte un peu, nous serons en train de faire un pas consistentiel pour aller vers la fin de la torture. Essentiellement, à Genève également, la question carcérale est revenue à plusieurs reprises et nous avons eu à poser la question ou alors à nous intéresser au premier responsable du milieu carcéral, du moins celui de Lomé, et bien la prison civile de Lomé, sur des questions un peu précises. Je vous laisse apprécier sa réponse et nous revenons dans cet entretien. Nous sommes obligés de le faire. Nous savons que ce n'est pas ça, oui. Mais vous savez, nous avons aussi des contraintes. L'administration est soumise à un certain nombre de dépenses qui participent des meilleures conditions des détenus. Nous sommes obligés de le faire parce que je disais tout à l'heure que lorsqu'un détenu est malade, notre ligne qui est destinée à la santé n'est là que pour l'achat des produits génériques. S'il arrive que un détenu, doit subir une intervention chirurgicale, nous n'avons aucune ligne destinée à cela. Nous avons fait des rapports à notre hiérarchie pour que dans les prochaines discussions budgétaires, une attention particulière puisse être portée sur ce point afin que nous puissions y remédier. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons beaucoup, vous savez, au niveau par exemple de la prison de Lomé, nous avons plus de 2000 détenus. 2000 détenus, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même énorme. Mais la ligne qui est destinée à l'alimentation sur le plan national est de 18 millions. Vous convenez avec nous que ce n'est pas aussi suffisant pour prendre en charge en matière dans le domaine médical tous les détenus, mais quand même, nous avons espoir que demain ça peut changer. C'est normal que je me sente interpellé parce que pour le moment, c'est moi qui suis en charge de la gestion des prisons du Togo et particulièrement celle de Lomé. Et les difficultés que nous rencontrons au niveau de cette prison nous tiennent à cœur et nous cherchons par tous les moyens les solutions pour pouvoir y remédier. Parce qu'avec 2000 personnes pour la prison de Lomé, c'est énorme. Et il faudra quand même que des dispositions soient prises, soit au niveau du tribunal de Lomé, pour que cet effectif-là soit réduit. De toute façon, le gouvernement prend déjà des dispositions dans ce sens-là, surtout par la grâce pénitentiaire, par des libérations conditionnelles, par les libertés provisoires qui sont accordées. Mais je crois qu'il faut davantage faire pour réduire considérablement. Mais Monsieur Jeter, ce malaise ne date pas d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais à chaque période, une solution.
Ce n'est pas à un jour qu'il faut trouver une solution pour une population de 2000 personnes. Donc, il faut que ce soit progressif. Et comme je le disais tantôt, nous avons espoir que ça peut changer. Parce que les autorités judiciaires, les autorités du ministère de la Justice sont conscientes de ce fléau-là et ils réfléchissent chaque jour que Dieu donne. Premier responsable de ce milieu pénitentiaire, est-ce que vous avez en vision la construction de nouveaux centres d'incarcération? Oui, nous sommes conscients que les infrastructures actuelles sont vétustes et les autorités, votre hiérarchie, est en train d'y réfléchir et il y a un projet de construction de la prison civile de Lomé et pour que l'actuelle prison puisse devenir une maison d'arrêt tout à côté du tribunal. Vous travaillez aussi que les détentions préventives ne soient pas toujours de règles? Mais naturellement, le code de procédure pénale est en cours actuellement et des dispositions vont être prises dans ce sens-là parce que tout le monde est conscient que la surpopulation est devenue un fléau dans notre pays. Et cela ne reste pas insensible. Les autorités judiciaires et les autres autorités de ce pays qui sont en train d'y réfléchir et certainement que ça portera des résultats. Vous avez écouté le premier responsable des milieux pénitentiaires du Togo, essentiellement celui de Lomé. Eh bien, quelqu'un avait l'habitude de dire, même s'il a exagéré, qu'entre la prison civile entre la prison civile et l'enfer, la distance n'est pas trop grande. Bon, je n'ai jamais vécu un enfer, mais avec l'image qu'on en donne, nous, au niveau du CACIT, nous avons souvent l'habitude d'aller travailler avec les prisonniers, donc on a l'habitude de leur rendre visite. J'avoue qu'avec l'image qu'on en donne, c'est la description parfaite. Et d'abord, en période de chaleur, il y a une odeur lancinante qui sort là, et puis quand vous voyez les gens, même vous sentez que l'enfer, c'est la même chose. Et il y en a qui sont sortis avec des plaies, des boutons sur le corps. Je crois que le problème est réel. Et ajouter à tout ça, il n'y a qu'une petite salle quelque part là-bas, à la prison civile de Lomé, qui s'occupe de la santé. Et si le directeur lui-même reconnaît qu'il y a 2000 personnes et qu'il n'y a qu'une salle pour s'occuper de la santé avec, je crois, 2 ou 4 lits au maximum et des lits avec des couvertures plastiques qui donnent encore beaucoup plus de chaleur, avec cette proximité entre les prisonniers, je crois que tous les facteurs se conjuguent pour rendre la vie des prisonniers intenable. Et donc, je crois que c'est vraiment un problème important. Il a relevé que les hautes personnalités, les hautes autorités du pays réfléchissent là-dessus. Je crois que s'il faut les accompagner dans cette réflexion-là, il faut juste leur rappeler qu'il y avait déjà des pistes de solutions qui ont été tracées. Et donc, ils n'ont qu'à suivre ça simplement. Vous voyez, quand ils citent par exemple les grâces présidentielles comme étant une façon de diminuer la population carcérale, je crois que c'est quand même une erreur. C'est quand même une erreur parce que la grâce présidentielle n'est pas prévue pour cet effet-là. Ensuite, au-delà de ça... On parle en termes de décongestionnement des prisons. Oui, mais si vous voulez décongestionner les prisons, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut le faire. Vous voyez, quand quelqu'un a commis une faute contre la loi et qu'on l'envoie en prison, en réalité, c'est pour le priver de sa liberté d'aller et de venir. Tous les autres droits liés à la personne demeurent, notamment le droit de manger, le droit de se laver, le droit à la vie, le droit à la santé et le droit à l'éducation même. C'est pour ça que vous entendrez des personnalités, on vous dira, il s'est auto-éduqué en prison parce qu'il a lu beaucoup. Il y a même le droit à l'éducation en prison. Malheureusement, notre prison togolaise forme plus de délinquants que des personnes qui sont corrigées, qui sont reversées dans la vie active. Tout simplement, prenez, il y a un fort taux de personnes en prévention qu'en détention. Mais agissons d'abord sur cette proportion-là. Les gens qui sont prévenus et qui ne sont pas encore jugés, est-ce qu'on ne peut pas voir dans quelle mesure organiser
des jugements forains. Voilà. Pour que on catégorise les différentes infractions et on voit sur quelle partie on peut agir rapidement et on les fait sortir. Ensuite, deuxième possibilité, c'est que les gens qui sont là-bas, en réalité, ils deviennent une charge pour le pays parce qu'ils ne font rien, ils ne produisent rien et ils doivent manger. Et donc, du coup, nous avons des espaces de terrain. Pourquoi ne pas prendre, par exemple, des espaces non cultivés et faire en sorte que quand vous êtes prisonnier, vous allez travailler sur ces espaces-là. Et quand on finit par produire, le fruit de la production. Et la société civile ne finira pas aussi de créer cette façon de faire qui Non. rappelle Non, ce n'est pas les travaux forcés. dans Ce n'est pas les travaux forcés, c'est les travaux d'intérêt public. L'idée, ce n'est pas de les faire travailler dans des conditions inhumaines, c'est de les faire travailler dans des conditions respectables. Et du coup, quand ils finissent de produire, le coût, le rendement que ça donne, on peut partager en trois. Une première partie pour servir à leur propre nourriture, une deuxième partie qui va remplir les caisses de l'État et une troisième partie qui va être de l'argent mis à part pour chacun de ces gens-là. Et à leur sortie, ça leur fait un peu de revenus qu'ils peuvent avoir en main pour se réinsérer dans la société. Et donc, au moins, quand le gars sort avec ne serait qu'un peu de sous pour pouvoir entreprendre quelque chose, il n'est pas tenté d'aller voler. Parce que souvent, quand ils sortent, ils rentrent dans le milieu, les gens le rejettent parce qu'il est devenu quelqu'un de non fréquentable. Alors du coup, il n'a plus d'autre possibilité que de commencer par chercher à manger par tous les moyens. Et rapidement, il revient encore en prison. Donc c'est pour ça que, c'est vrai, il faudrait voir ça de près. Il ne s'agit pas de mettre les gens sous le soleil, 24 heures sur 24, sous la pluie et tout ça là. Non, 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 nous ne parlons pas de ça. Il y a des gens qui travaillent la terre de façon correcte et décente. On les met dans les mêmes conditions avec les outils qu'il faut. Mais l'intérêt, c'est que pendant un temps, ils produisent pour l'État, mais ils ne sont pas libres d'aller et de venir parce que dès qu'ils finissent, ils retournent en prison tout le temps jusqu'à ce que leur peine soit commuée. Maintenant, pour les prévenus, on en a déjà parlé. Et enfin, on pourrait voir dans quel cas on va voir ceux qui peuvent bénéficier éventuellement des grâces présidentielles, non pas pour décongestionner la prison, mais dans un souci que le chef d'État seul a le pouvoir souverain de juger. Aujourd'hui, il est question de moyens. Est-ce qu'il faut véritablement avoir de moyens importants, comme le disait tantôt le premier responsable des milieux pénitentiaires, pour véritablement aller à cette sorte de réforme au niveau des milieux carcérales? Oui, forcément, il faut des moyens. Parce que s'il faut construire une nouvelle prison avec les normes, les standards modernes, ça nécessite forcément de l'argent. Mais est-ce qu'on va dire que le Togo n'a pas la possibilité de mobiliser ces sous-là? On peut mobiliser les sous. Ce n'est pas... Si par exemple le Togo fait un projet viable, correct, qu'il soumet par exemple à des instances des Nations Unies pour dire que c'est pour parachever le processus de lutte contre la torture et tout ça là, en améliorant les milieux carcéraux, je crois que les gens sont capables de l'aider dans ce sens-là. La preuve, l'Union européenne a aidé le Togo à avoir une prison entre guillemets moderne à Kwalimé. J'ajoute que j'ai dit entre parenthèses tout simplement parce que là encore il y a des imperfections que nous avons remarquées, notamment avec les puisards et tout ça là. Bon. Et donc il y a des choses à faire. Le Togo c'est un pays. Le Togo peut mobiliser, construire une prison. C'est vrai que ça demande de l'argent, mais ce n'est pas de la mer à boire. On peut y arriver. Il y a d'autres dépenses sur lesquelles on peut diminuer le coût de vie du pouvoir, par exemple, et utiliser l'argent là pour faire ça. Et ensuite, il y a beaucoup de criminels au col blanc qui amassent suffisamment au dos du pays. On peut trouver dans quelle mesure canaliser ça pour que l'argent là ne soit pas volé et on l'utilisera pour construire une prison au Togo. Très bien. Alors, une dernière intervention d'un expert de l'OMCT. Il faut dire que le Togo est très attendu sur cette question de torture et aussi l'assainissement des milieux carcéraux. Nous allons l'écouter et revenir avec certaines interventions, certaines questions des téléspectateurs.
téléspectateurs qui nous sont parvenus ici avec la régie, bien sûr. Les 4-5 dernières années, plusieurs groupes de victimes ont dit avoir été torturés, mais n'ont pas été écoutés. Et ici, pendant cette session, leurs noms ont été prononcés, des comptes ont été demandés à l'État. Et l'État a eu à s'exprimer, à se justifier sur ces différents cas. Et il y a certainement plusieurs autres cas qui n'ont pas été abordés. Mais nous nous satisfaisons du fait que ces cas ont été déposés sur la table. Et qu'aujourd'hui, il appartient à l'État d'aller enquêter clairement sur ces allégations. Parce que nous avons fait le travail de donner à l'État les informations. Il ne peut plus aujourd'hui prétexter, ne pas être au courant ou ne pas savoir. Donc nous espérons, et nous allons le faire d'ailleurs, une fois rentrés à Lomé, dresser la liste de toutes ces victimes dont nous avons été au courant et nous espérons que d'autres personnes, si elles estiment avoir été victimes d'actes de torture, nous contacterons et nous allons solliciter l'intervention de l'État. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle nous sommes satisfaits, c'est que l'arsenal juridique et institutionnel de l'État, qui pourrait être en faveur ou bien qui pourrait cacher et masquer les actes de torture, a été discuté ici. Et nous espérons que les acteurs étatiques qui sont ici, quand ils vont rentrer à Lomé, vont s'asseoir et réfléchir sur les mandats, les fonctions, les dysfonctionnements de chacun de ces organes ou de ces textes pour être sûr qu'en fait, ils sont utilisés à bon escient et qu'ils ne servent pas d'antichambre de torture. La question a été suffisamment grave pour qu'elle constate que cette problématique ne se limite pas à Lomé, que la communauté internationale tout entière est saisie de la question, fait de cette question une question importante et que pour elle, ça deviendra une question prioritaire. Donc l'objectif, c'est ça aussi. Si les acteurs étatiques n'en étaient pas convaincus jusqu'à présent ou avaient fait de cela une question marginale, nous souhaitons qu'à partir de cette session, que ça devienne une question fondamentale, que la question des conditions de détention dans les prisons au Togo devienne une question prioritaire pour l'État togolais. Pour nous, c'est une question clé et nous espérons que cette session a permis à rendre cela possible. Alors, M. Spero, pensez-vous que l'État togolais puisse inscrire la condition de détention dans ses priorités en matière de gestion de l'État? Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de devoir. L'État togolais ne peut plus faire l'économie de cet impératif-là. Et il faudrait forcément que les prisonniers, entre guillemets, ceux qui sont privés de la liberté d'aller et de venir, soient considérés toujours comme des êtres humains qu'ils sont. Le fait d'aller en prison ne signifie pas qu'on n'est plus un être humain. C'est qu'on vous retire de la communauté pour que vous puissiez faire amende honorable, comprendre, méditer et revenir meilleur. Et donc, il faut que la personne vive dans des conditions raisonnables pour que la personne puisse faire cette analyse-là et de revenir. Et donc, ce n'est pas est-ce que l'État peut ou est-ce que l'État veut, mais c'est que l'État doit. Et l'autre problème important sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est le problème de comment soigner quelqu'un qui a été victime de torture. Parce que jusqu'à présent au Togo, malheureusement, on se limite à indemniser. Mais indemniser n'est pas suffisant. Parce que quand vous indemnisez la personne, ça n'enlève pas à la personne les séquelles que la personne a eu à subir. Mais est-ce qu'on pourrait réellement réintégrer la personne? Est-ce qu'on pourrait normalement restaurer la personne? Est-ce qu'on pourrait normalement garantir la non-répétition de cet acte de torture? C'est tout ça là qu'il faut pouvoir combiner et pouvoir agir de façon, j'allais dire, idoine pour que la torture soit enlevée au Togo. Et donc, c'est vrai que les prisons du Togo, quelqu'un l'appelle même les mouroirs du Togo, doivent devenir des questions principales pour lesquelles l'État doit pouvoir se mettre rapidement en œuvre. Mais au fond, ce que je dis, c'est qu'il faut mieux ne pas oublier cette frange de la population qui est la frange qui cause les tortures. Je parle en ce temps-là des auteurs des crimes de torture qu'il ne faut pas non plus laisser sans être punis. Et donc, c'est toute une chaîne qu'il faut pouvoir soigner pour finalement éradiquer la torture au Togo. M. Spero, quoi qu'on dise, en 2020, dans quelques mois, nous irons aux élections présidentielles. Est-ce qu'il faut souffler cette question d'éradication de la torture et aussi l'assainissement des milieux carcéraux à l'agenda d'éventuels candidats qui se prêteront au jeu de la présidentielle prochaine? Je crois que
le candidat qui veut vraiment, en étant honnête et transparent, chercher à avoir le fauteuil présidentiel, ne peut pas contourner la problématique des droits humains en général, et notamment de la torture, et les problèmes économiques. Les deux vont ensemble, puisque très souvent, on nous dit que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens que les prisons sont comme ça. Oui, mais si les prisons sont comme ça crée un autre problème de moyens, et donc tout est lié. Et donc, si quelqu'un veut normalement solliciter le suffrage universel, je crois qu'il doit pouvoir présenter un programme assez clair sur la problématique des droits humains et de façon générale, avec tous les aspects, le problème de genre, le problème des enfants, le problème des minorités, le problème des personnes vulnérables, etc. Mais particulièrement le problème de la torture et avec son corollaire, ou avec sa dépendance directe, la condition carcérale dans nos... J'invite chaque citoyen, parce que malheureusement, et ça aussi, ça a été un pic important à Genève, quand on a relevé qu'il faut payer 200 francs pour aller rendre visite, ce qui n'est même pas conforme à la réalité. On paie plus que ça. Quand il faut payer de l'argent pour rendre visite à ceux qui sont, à ses parents qui sont là-bas, je crois que ce problème est tel que normalement chacun doit pouvoir y réfléchir. Aujourd'hui, toi, moi et les autres, nous sommes dehors, mais n'oubliez pas qu'on n'a pas forcément besoin de faire une faute avant d'aller là-bas. Les gens, rien que pour leur opinion, se sont retrouvés là-bas. Et quand vous avez l'image, j'invite les gens à faire un tour en prison, dépenser les 200 s'il faut, mais juste pour voir les conditions de vos collègues, de nos concitoyens là-bas, et vous comprendrez qu'il y a du travail à faire pour que les gens vivent mieux dans notre pays. Merci, M. Spero. Je rappelle à nos chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps est terminé. Ce numéro, si vous avez ce numéro souvent sur vos écrans, ce n'est pas pour appeler, mais envoyer des messages, vos questions par message, SMS, WhatsApp. Nous ferons donc le plaisir de les gérer ici avec nos invités au plateau. Eh bien, merci pour votre intervention. Ça, c'est l'intervention d'un téléspectateur sur la question de la participation, d'éradication de la torture au Togo. Mais est-ce que la population togolaise connaît les codes, bon, il veut parler des droits humains, des droits de l'homme, ou bien c'est après être en infraction qu'on fait voir ces codes et autres? Non, je crois que oui, ça c'est vrai. Nous avons relevé pendant un certain temps l'absence de formation, d'information liées aux droits de chacun. Mais il faut avouer également que nous avons émis sur la place beaucoup de petits documents en dessin animé, en français facile, tout ça, mais que les gens ne lisent pas. Nous sommes en train de voir, et il y a des collègues qui l'ont commencé depuis, mais ils le font dans un style trop soutenu, c'est de voir avec les radios de la place comment éduquer toute la population togolaise sur les droits et devoirs des citoyens. C'est le b.a.-ba. Et normalement, nous avons été très contents lorsque nous avons appris que ça s'est enseigné dans les écoles. Mais malheureusement, quand vous voyez le programme, ce programme-là, il n'est pas bon du tout. Le contenu n'est pas ce que nous attendons de ça. Et si nous allons chercher les voies et moyens pour vulgariser les droits des citoyens, mais que les gens ne fassent pas, n'aient pas peur, ne fassent pas la paresse de ne pas aller aux informations. Parce que parfois aussi, il faut aller aux informations. Par exemple, il y a des situations beaucoup plus simples où vous voyez un employé qui est censé avoir une éducation, un cadre des banques parfois, on le renvoie, il ne sait même pas comment gérer ça, il ne sait pas qu'il doit réclamer par exemple des indemnités parce que n'ayant pas commis de faute, et il ne sait rien, et on l'a chassé, il va rester à la maison, il fait une crise d'hypertension et l'affaire est réglée. Vous voyez, il y a suffisamment de manque d'informations que nous-mêmes les Togolais devons chercher. Mais la société civile va accompagner ce mouvement-là. Prions simplement d'avoir les moyens de le faire. C'est cela. Eh bien, Monsieur Spero, notre temps est quasiment arrivé à sa fin. Nous ne pourrons peut-être pas revenir sur ces éventuelles questions. Nous aurons le temps quand même de les traiter dans des prochaines émissions. Mais cette question clé, est-ce que la question des droits humains a de beaux jours devant elle au Togo?
Oui, les droits humains forcément vont aller en s'améliorant. En s'améliorant, quand nous voyons comment l'État, le sérieux avec lequel l'État se prépare à rencontrer les organes onusiens, une délégation très souvent forte d'environ une vingtaine de personnes, on comprend que chacun mesure aujourd'hui la portée de cet exercice-là. Quand vous voyez la mobilisation qui est faite par les organes de la société civile, vous comprenez qu'on ne va plus se laisser compter ces événements-là. Et avec le fait d'associer maintenant les journalistes, vous voyez que les informations seront beaucoup plus pointues. Je crois qu'aujourd'hui, on peut être sûr que la question des droits humains ne peut plus être une question ignorée. Et tout le monde y fera excessivement attention, mais convenons que la chose prendra du temps. Mais ce temps-là n'est pas mesurable dans le temps. Ça dépendra du degré de conscience de chacun de nous, y compris des gouvernants, pour que les choses changent effectivement. Monsieur Spero, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que je ne cesserai jamais de répéter que la torture déshumanise la personne et qu'il vaut mieux éviter la torture par la prévention que de chercher à corriger les méfaits de la torture. Inviter instamment le gouvernement togolais à prendre des petites mesures utiles, des petites mesures idoines, des petites mesures qui ne demandent pas beaucoup d'argent pour régler les premiers problèmes de la torture, notamment ne pas laisser impunis les auteurs de torture et sanctionner sévèrement pour que les gens comprennent que la torture doit être proscrite complètement au Togo. Merci, M. Spero Maroudi. Je vous en prie. Je rappelle, vous êtes le président du CACIT, le collectif des associations de lutte contre la torture et l'impunité au Togo. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Le plaisir est pour nous. Avec nos chers téléspectateurs. Merci aussi d'avoir été là. Retrouvons-nous encore la séance prochaine sur d'autres thématiques dans notre intérêt, dans votre intérêt. À très bientôt.